Bonsoir à vous, bienvenue sur notre atelier Prépare-toi. Nous allons commencer notre séance Maths 03. Nous allons parler aujourd'hui de fractal, du Tamin-Sierpinski, de suite géométrique, d'aire, de périmètre et de limite de suite. Alors je reprends le sujet qui avait déjà été annoncé à la fin de la dernière séance. Donc on considère un triangle ABC qui est équilatéral de côté 1. On appelle cette figure l'étape 0 de notre processus et on considère P0 son périmètre et A0 son aire. Ensuite, on reprend toujours notre triangle équilatéral, on prend les milieux de chacun des côtés, on les redit, on obtient un nouveau triangle. On va dire que le triangle a la pointe vers le bas. Et on s'intéresse maintenant à la figure obtenue par l'ensemble de ces segments et à la figure où on a évasé en fait le triangle qui pointe vers le bas. Donc on a finalement une figure qui est constituée de 3 triangles blancs, qui sera notre figure à l'étape 1. On note P1 son périmètre et A1 son aire. Et on recommence. On va prendre tous les triangles cette fois-ci qui ont la pointe vers le haut, on reprend leur milieu, ça nous génère de nouveau des triangles qui eux ont la pointe vers le bas. On considère l'aire de la figure sans les triangles qui ont la pointe vers le bas. Et on considère le périmètre, c'est-à-dire le nombre total, la longueur totale des segments nécessaires pour construire cette figure. Et la question qu'on va se poser dans cette séance, c'est quelles sont les expressions du périmètre et de l'aire à une étape n quelconque, et quel est le devenir de ce périmètre et de cette aire, c'est-à-dire le concept de limite. Nous allons commencer par déterminer l'expression de P de n, donc pour un n quelconque. On peut se poser la question suivante, existe-t-il différentes manières d'obtenir ce périmètre? La réponse est oui. On peut penser à une forme où on va relier Pn plus 1 à Pn, ce qui pourrait être assez intuitif. On se dit, entre une figure et une autre, je rajoute des segments. Donc je peux dire que mon périmètre à l'étape n plus 1, ça va être mon périmètre à l'étape n, et on rajoute des segments. La seule difficulté dans cette méthode, c'est qu'une fois la forme entre Pn plus 1 et Pn obtenue, comment obtenir la forme explicite de notre suite et obtenir Pn en fonction de n, qui est l'expression que l'on souhaite. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas plutôt modéliser et effectuer le calcul du périmètre de cette figure directement pour obtenir une forme explicite? Alors, on va s'intéresser à la figure au rang 0. Le périmètre de la figure au rang 0 va être égal finalement à 3 fois 1, c'est-à-dire la longueur du côté fois le nombre de côtés. Si je m'intéresse à la figure pour n est égal à 1, on peut soit se dire, on continue donc, on a P1, si on repassait par la forme de récurrence, c'est donc P1 est égal à P0 plus la longueur des 3 côtés du triangle qui a la pointe vers le bas. Alors plutôt que de faire ça, on va essayer directement de calculer P1 en voyant la figure comme construite par les 3 triangles blancs, les 3 triangles qui ont la pointe vers le haut. Donc on va pouvoir dire que P1 c'est le périmètre des 3 triangles. Donc on a 3 fois les 3 triangles qui ont chacun 3 côtés, et chaque côté a finalement la longueur initiale du triangle qui était de 1, chaque triangle a un côté de 1,5. Et on tombe sur un périmètre de 9,5. Si on se place maintenant dans la situation où n est égal à 2, qui va nous permettre de passer à la généralisation directement. On voit que notre figure est constituée de 9 petits triangles. Alors au début on avait un triangle, puis 3 petits triangles, puis 9 petits triangles. On va pouvoir définir T indice n qui est le nombre de triangles nécessaires à la construction de la figure à l'étape n. Et on va pouvoir définir L indice n, la longueur des côtés de ces triangles. Alors, le nombre de triangles, on voit qu'à chaque étape, on prend les triangles qui ont la pointe vers le haut et on va les découper en 4 petits triangles, dont 3 qui ont la pointe vers le haut. Donc à chaque fois, pour passer d'une étape à l'autre, on multiplie le nombre de triangles par 3, ce qui nous donne une suite géométrique de raison 3.
Donc Tn, on peut dire que c'est T0 fois Q puissance n. Avec T0, c'est le nombre de triangles à l'étape 0, donc 1. Et la raison qui est de 3, à chaque triangle va en générer 3 nouveaux. Donc 1 fois 3 puissance n, soit Tn égale 3 puissance n. Maintenant, la longueur des côtés, chaque fois est divisée par 2. Donc, de nouveau une suite géométrique, de raison cette fois-ci 1,5, on divise la longueur par 2. Donc, c'est L0, la longueur du segment à l'étape 0, fois, je vais l'appeler Q' puissance n, va valoir, la longueur du premier segment est 1, et on divise par 2 n fois, soit 1 sur 2 puissance n. Maintenant, si je veux avoir la longueur totale des segments nécessaires à la construction de cette figure, je vais devoir prendre le nombre de triangles, soit Tn, fois le nombre de côtés de ces triangles, c'est-à-dire 3, fois la longueur de chacun des côtés, c'est-à-dire L indice n. Pas, attention, L indice n, pas la fonction Ln pour ceux qui l'ont déjà vu en cours. Et donc on va tomber sur 3 puissance n fois 3 fois 1 sur 2 puissance n, ce qui peut s'écrire de plusieurs manières, mais je vous propose 3 fois 3 sur 2 puissance n. Donc voici l'expression de Pn à l'étape n. Alors, une fois obtenue l'expression de P indice n, il est indispensable de vérifier que cette expression est conforme avec les premières valeurs obtenues. Ça vous permettra, alors pas de vous assurer que la formule est juste, mais au moins de trouver les erreurs les plus évidentes. Donc, si on reprend Pn est égal à 3 fois 3 sur 2 puissance n, donc pour n égale 0, on obtient P de 0 qui va faire 3 fois 3 demi puissance 0, 3 demi puissance 0 faisant 1, on tombe sur 3 fois 1 est égal à 3, qui est bien le périmètre de notre triangle équilatéral à l'étape 0, donc avec une longueur de côté qui fait 1. Si n est égal à 1, on va tomber sur P1 qui est égal à 3 fois 3 demi puissance 1, ce qui va bien nous faire 9 demi, qui était le périmètre que l'on avait obtenu quand n est égal à 1. Donc les valeurs sont cohérentes avec les valeurs que l'on avait calculées pour les premières étapes. Ça nous rassure, ça ne nous confirme pas dans l'absolu quand vous êtes en épreuve que votre formule est juste, mais à nouveau, d'ailleurs c'est ce qui avait été dit dans l'une des vidéos de physique, il est très judicieux quand même de pouvoir trouver ces erreurs grâce à une vérification de ce genre. Alors pour le calcul de AN, nous allons commencer par la situation quand n est égal à 0, ce qui sera un peu plus compliqué que le périmètre. On se retrouve dans la situation donc d'un triangle équilatéral de côté 1, et on a besoin de calculer son R, donc son R A indice 0 est égal, d'après la formule du collège, base fois hauteur divisé par 2. On peut prendre comme base la longueur AB, donc la longueur AB, la hauteur CH, la longueur AB est égale à 1, il nous manque la longueur CH. Pour déterminer la longueur de CH, vous pouvez soit utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle ACH, soit utiliser de la trigonométrie. Nous avons un angle de pi sur 3 en A, et donc si on utilise le sinus de l'angle A, on va obtenir CH sur CA, c'est-à-dire CH sur 1, c'est-à-dire CH. Or, le sinus de A, c'est le sinus de pi sur 3, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. Donc on obtient A0 qui va être égal à AB, donc 1 fois racine de 3 sur 2, le tout divisé par 2, c'est-à-dire racine de 3 divisé par 4. Ceux qui ont du mal à trouver racine de 3 divisé par 4, une fois racine de 3 sur 2 fait racine de 3 sur 2, divisé par 2 et encore par 2 revient divisé par 4, ou alors divisé par 2 revient multiplié par son inverse, et on obtient racine de 3 sur 2 fois 1,5,
c'est-à-dire racine de 3 sur 4. Et donc on obtient A0. Alors on pourrait se dire, c'est un peu de la souffrance de trouver, en tout cas peut-être pour certains, de trouver la valeur de A0. Que va-t-il se passer quand on va calculer A1, A2, A3 et encore plus pour AN? Vous allez voir que finalement toutes les grandeurs vont dépendre de ce A0. Pour le calcul de A1, nous allons de nouveau pouvoir réutiliser le calcul de A0. A1 peut être vu comme une union de 3 petits triangles. Les triangles CDE, le triangle DAF, le triangle EFB. Donc on va pouvoir dire que l'aire A1 est égal à 3 fois l'aire, par exemple, du triangle CDE. Or, le triangle CDE est une réduction du triangle originel ABC. Vu que toutes les longueurs sont divisées par 2, vous avez vu au collège un théorème qui dit que si les longueurs d'une figure sont divisées par un coefficient k, alors son aire est divisé par un coefficient k au carré, et si on devait considérer un volume, le volume serait divisé par k au cube. Donc nous allons diviser finalement l'aire par 2 au carré, et donc l'aire de ACDE est égale à l'aire de ABC divisé par 4. Donc on obtient que l'aire de A1 c'est égal à 3 fois l'aire de ABC, c'est-à-dire racine de 3 sur 4, le tout divisé par 4. Ce qui va nous faire racine de 3 racines de 3 sur 16. On va laisser cette expression pour l'instant sous cette forme et on verra comment on généralise finalement ensuite à indice n. Alors pour le calcul de AN, on va utiliser la figure quand n est égal à 2 pour arriver à construire la formule nous permettant d'obtenir A indice n. L'aire de la figure à l'étape n, on va de nouveau pouvoir dire que la figure à l'étape n est constituée de petits triangles qui ont tous une aire identique. Maintenant, on avait calculé avant le nombre de triangles à l'étape n, donc on va pouvoir dire que l'aire à l'étape n, c'est le nombre de triangles à l'étape n qu'on avait déterminé précédemment, qui était égal à 3 puissance n. Maintenant, il nous faut l'aire de ces petits triangles à l'étape n que je vais appeler petit a indice n. Et cette aire, on a vu qu'à chaque fois les longueurs des triangles étaient divisées par 2, donc à chaque fois l'aire des triangles va être divisée par 4, et donc on va pouvoir dire que on obtient l'aire du début, c'est-à-dire A0, divisé par 4 puissance n. On aura divisé n fois par 4. Et on obtient 3 puissance n fois racine de 3 sur 4, le tout divisé par 4 puissance n. Et donc, c'était l'expression que je voulais écrire de cette manière-là avant pour l'expression de A1. Donc racine de 3 sur 4, je le fais passer devant la fraction parce que je vois du 3 puissance n sur 4 puissance n que j'ai envie d'écrire 3 quarts puissance n. Et voici l'expression de l'aire du tamis de Sierpinski à l'étape n. Nous allons maintenant déterminer le calcul des limites pour AN et PN. Alors une petite distinction entre ce que vous vivez en première et surtout en terminale vis-à-vis des limites et ce que vous allez vivre en classe préparatoire, c'est que l'objet limite n'existe pas forcément. Donc en classe préparatoire, vous devrez toujours prouver d'abord que la limite existe, ou vous posez la question est-ce que la limite existe, parce que dans toutes les situations, les limites n'existeront pas. Et donc, vous posez d'abord la question est-ce que la limite existe, et une fois que vous aurez prouvé que la limite existe, si tel est le cas, vous pourrez essayer de trouver sa valeur. Alors si on commence par déterminer donc ce qu'on va écrire limite quand n tend vers plus l'infini de AN, c'est-à-dire la limite quand n tend vers plus l'infini de 3 fois 3 sur 4, racine de 3 sur 4 fois 3 quarts puissance n. Alors, pour ceux qui ont déjà vu le théorème en classe de terminale,
vous allez pouvoir l'appliquer immédiatement. Pour les autres, sachez juste que c'est un théorème qui va être démontré en classe de terminale. On peut quand même obtenir, avec son intuition, un semblant de preuve, en tout cas un début de preuve, qui est entre une expression de AN et l'expression de l'air AN plus 1, on aura multiplié finalement, on voit que c'est du V0 fois Q puissance N, on a multiplié notre R par 3/4, c'est-à-dire multiplier par 3/4, c'est perdre 25%. Donc si à chaque étape vous perdez 25% de l'air, on peut quand même se dire que l'air va tendre vers 0, qui sera égal à notre limite. Le théorème de terminale vous dit que si vous avez une suite géométrique, donc si la suite est géométrique, avec une raison Q qui appartient à -1, 1 ouvert, c'est très important le -1 ouvert et le 1 ouvert, alors la limite de la suite que je vais appeler V indice n, quand n tend vers plus l'infini, est égale à 0. Or, nous, on a très clairement une suite géométrique avec le premier terme qui vaut racine de 3 sur 4, la raison qui vaut 3/4. 3/4 appartient à -1, 1 ouvert, donc la limite de l'air va être égale à 0. Si on s'intéresse maintenant à la limite du périmètre, quand n tend vers plus l'infini, on obtient la limite de 3 fois 3 sur 2 puissance n quand n tend vers plus l'infini. À nouveau, un théorème de la classe de terminale pourra vous dire si la raison est strictement plus grande que 1, alors la limite sera une limite infinie qui dépendra du signe de V0. Chez nous, V0 est égal à 3, donc V0 est positif, donc V0 strictement positif, Q est strictement plus grand que 1, ce qui nous assure une limite égale à plus l'infini. Donc, ce qui est assez étonnant quand même, c'est que cette figure a une aire qui tend vers 0 et pourtant un périmètre, lui, qui tend vers plus l'infini. Ce qui n'est pas incompatible, même si l'intuition de certains d'entre vous pourrait dire le contraire. Donc, comme dans toutes nos séances, nous allons ouvrir le problème. Commençons déjà par déterminer ce qu'est le tamis de Sierpinski. Le tamis de Sierpinski est la figure obtenue, mais à une étape n qui est infinie. Donc, c'est la figure limite que l'on peut obtenir. Alors, c'est un concept un petit peu flou pour vous pour l'instant, mais on peut s'intéresser pas seulement à la limite de l'air, mais à la limite et à la limite du périmètre, mais carrément à la figure limite. Et la figure limite est de ce qu'on appelle le tamis de Sierpinski. Donc on peut se poser la question, que se passe-t-il si le triangle n'est pas particulier? Alors vous aurez un tamis de Sierpinski qui apparaîtra aussi, il sera un petit peu penché, vous aurez une déformation qui apparaîtra, mais les limites de l'air et du périmètre resteront respectivement pour l'air 0 et pour le périmètre plus l'infini. Certaines personnes ont modifié le concept de tamis de Sierpinski et plutôt que de prendre un triangle, ils sont partis sur un carré. Donc on prend un carré, on évide le centre, donc on coupe les côtés en 3, ce qui nous donne finalement 9 carrés. Ces 9 carrés, les 8 autour sont noirs, le carré du milieu est blanc, et on recommence avec les 8 carrés noirs du pourtour. On évide le milieu en prenant un tiers chaque fois des longueurs, et on recommence avec les petits carrés des pourtours, des carrés qui font déjà le pourtour. Et donc on obtient ici la figure à l'étape n égale 3, et de nouveau le tamis de Sierpinski, mais cette fois-ci carré, sera la figure obtenue comme limite quand n tend vers plus infini, avec n de nombre d'étapes obtenues pour effectuer cette figure. On peut à nouveau, alors des généralisations, il y en a énormément avec le tamis de Sierpinski, je vous invite à regarder sur internet, vous tapez juste tamis de Sierpinski, vous cherchez des images, vous allez voir plein de formes distinctes. On peut voir par exemple une pyramide de Sierpinski, mais on peut très bien voir un cube de Sierpinski, même des formules obtenues avec des pentagones. Donc plein de formes possibles ont été généralisées à partir du tamis de Sierpinski. Je vais juste finir par une activité assez étonnante. Je vous propose le jeu suivant. Vous avez 3 personnes qui sont placées aux 3 sommets d'un triangle. Ici, de nouveau, je l'ai pris avec 3 côtés de même longueur, mais vous pouvez très bien généraliser un triangle quelconque. Et je prends, par exemple, un chien qui est basé à la position C0.
Ce chien est un petit peu particulier, il a les 3 personnes comme maître et il va en choisir un au hasard. Il court vers lui en ligne droite, par exemple ici il a choisi le maître C et il s'est arrêté en plein milieu du chemin qui le relie à C. Il s'est arrêté donc à la position C1. À C1, il a de nouveau choisi un maître au hasard. Ici, il a choisi le maître B. Et donc, il recourt en ligne droite vers le maître B et il s'arrête en plein milieu à la position C2. Et il recommence. Il choisit de nouveau un maître au hasard. Ici, c'est tombé sur... J'ai vraiment fait un programme informatique avec une fonction aléatoire. Et il est de nouveau tombé sur C, ce qui nous a donné la position C3. De C3, il a de nouveau choisi le maître B cette fois-ci. Et il a obtenu le point C4. Et à partir de C4, il a choisi cette fois-ci le maître A. Et il est tombé sur la position C5. On pourrait se poser la question, pourquoi faire ça? Ce qui est intéressant, c'est quand on positionne tous les points d'arrêt du chien, mais pas pour 5 positions comme on a fait ici, mais pour, je vous l'ai fait sur le programme informatique, pour 15 000 positions. Et on obtient un beau tamis de Sierpinski. En réalité, les points se rapprochent de plus en plus du tamis de Sierpinski, et donc au bout d'un moment, elles sont tellement proches du tamis de Sierpinski que l'on trace un tamis de Sierpinski. Là où c'est encore plus étonnant, c'est que si vous passez de 3 mètres à 4 mètres, si le chien doit choisir entre 3 personnes, au lieu de 3 personnes, 4 personnes, on n'obtient plus du tout une figure, comme on peut l'avoir là avec le tamis de Sierpinski, mais on obtient, si on avait choisi un carré, on obtiendrait des points qui sont répartis de manière assez uniforme tout autour, disons, dans ce carré. Et donc, la seule possibilité, c'est quand on a 3 mètres, pour 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres ou 10 mètres, c'est toujours une répartition uniforme, mais pour 3, on a un tamis de Sierpinski qui réapparaît. Vous allez voir qu'on va reparler du tamis de Sierpinski dans une de nos prochaines vidéos, étonnamment quand on parlera de probabilité, mais plus du tout sur cette histoire-là du chien et ses maîtres, mais quand on parlera des coefficients binomiaux. Je vous présente le sujet pour la semaine prochaine. On se pose la question suivante, on a 3 points, je vous donne les coordonnées, A de coordonnées moins 2, 3, B de coordonnées 2, 1 et C de coordonnées 6, 7. Et on se pose la question de 1, existe-t-il une courbe de fonction qui passe par ces 3 points? Deuxièmement, est-ce qu'il en existe beaucoup? Et si oui, est-ce que vous pourriez en trouver une, plusieurs, une infinité? Je vous laisse chercher, vous aurez donc la réponse dans la prochaine vidéo Math 04. D'ici là, je vous mettrai donc le Kahoot qui vous permettra de donner vos réponses en commentaire de la vidéo. Je vous remercie de vous identifier avec vos initiales et le nom de votre établissement. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine.